Procéder à l'appel des présents. Aurélie Gros, présent. Marc Guerton. Présent. Richard Labo. Présent. Arlette Tremblay. Baptiste Oliveau. Présent. Brigitte Rousseau. Claude Martinez. Présent. Christiane Géo. Pierre Mulas. Présent. Sandra Bénipier-Bassi. Pouvoir à Madame Char. Olivier Vernès. Présent. Béatrice Canu. Laurent Tabar. Présent. Martine Char. Sylvain Béguet. Présent. Marianne Sebas. Pouvoir à Madame Tremblay. Thomas Fréjac. Présent. Aurélie Despierres. Pouvoir à Monsieur Fréjac. Pascal Ethème. Pouvoir à Madame Jo. Céline Guimau. Pouvoir à Madame Aurélie Gros. Johan Oetinger. Pouvoir à Monsieur Guerton. Yannick Villardier. Présent. Sabrina Subil. Présent. Jacques Baudet. Présent. Grégory Blanchetot. Pouvoir à Monsieur Villardier. Christine Barato. Présent. Choukri Trabelsi. Présent. Le quorum étant atteint, je déclare donc la séance ouverte et je propose Madame Martine Char comme secrétaire de séance. Je précise qu'en exécution de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, cette séance se tiendra à huis clos en raison de la crise sanitaire. La séance sera filmée et retransmise en vidéo et en direct. Avant de commencer cette séance, j'aimerais vous souhaiter, même avec un petit peu de retard, mais une très belle année, puisque c'est notre premier conseil municipal pour l'année 2022, et qu'elle soit plus sereine que l'année 2021, et qu'on sorte enfin vers des jours meilleurs, sans les masques, ce qui fera du bien à l'ensemble de la population, et surtout aux coudrésiennes et coudrésiens. Et par ailleurs, j'aimerais vous présenter officiellement notre nouvelle directrice générale des services, Madame Sylvie Léostic, qui se lève et qu'on peut applaudir pour avoir choisi la trésorerie du et la tâche est passionnante et on la remercie de nous avoir choisis et on compte sur son expertise dans d'autres collectivités qui sont des partenaires à nos côtés au quotidien pour nous accompagner au mieux durant la durée de ce mandat et voire plus, car c'est une très grande professionnelle. Donc merci Sylvie d'être à nos côtés et de partager les projets de la ville du Coudray-Monceau. Cela étant dit, passons donc à l'ordre du jour avec le premier point de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 16 décembre 2021. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Je propose donc aux membres du conseil municipal d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2021 qui est pour adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour, donc le compte-rendu des décisions prises par Madame la maire depuis le 16 décembre 2021 dans le cadre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vais vous faire lecture. Numéro 112, convention de mise à disposition gratuite d'un minicar France Régie Édition. 113, contrat de prestation de services informatiques, maintenance et assistance. 114, sollicitation d'un contrat de partenariat 2022 avec le département pour la réhabilitation de l'escalier de la Belle Gabrielle. Numéro 1, puisque nous sommes passés en 2022, marché numéro 2022-01 relatif à l'organisation d'une place du patrimoine 2022. Numéro 2, marché 2022-2 relatif au transport communal. Lot numéro 1, service de transport scolaire, périscolaire et jeunesse. Numéro 3, marché 2022-03 relatif au transport communal. Lot numéro 2, service de transport pour personnes âgées. Numéro 4, contrat de maintenance des logiciels avec prestations complémentaires, SISPEC. Numéro 5, convention avec la SNCF d'occupation de la gare par la commune. Numéro 6, marché 2022-04 relatif à l'accord cadre, à une commande relatif à des prestations de maîtrise d'œuvre, de conception, d'exécution relatif à des travaux de construction, de réhabilitation et restauration de bâtiments, GEG Équateur et studio hybride. Y a-t-il des questions? Monsieur Villardier. Oui, merci. Est-ce que vous pourriez nous donner des compléments d'information sur les points 112, 114, 1, 5 et 6 ? Alors, 112, Monsieur Vernès peut-être?
Oui, donc c'est une convention pour que la commune puisse bénéficier d'un minibus sponsorisé par des entreprises du Coudray ou des villes avoisinantes qui aura vocation à être utilisé pour le tissu associatif, les personnes âgées, enfin, le club de l'âge d'or, la jeunesse, voilà. Et pour lequel en fait nous n'avons en coût que du fonctionnement, que des révisions à faire une fois par an. Pour la 114, le partenariat avec le département pour la réalisation de l'escalier de la Belle Gabrielle, Monsieur Mulas. Ou tout simplement, on s'est sollicité le département et faire un partenariat avec lui pour avoir le maximum de subventions, notamment dans sa phase de réhabilitation, mais réhabilitation d'urgence, parce que nous sommes encore dans la phase d'urgence pour préserver ce monument exceptionnel et unique en France. Numéro 1, c'est bien ça? Oui. Relatif à l'organisation d'une classe du patrimoine, Monsieur Labo. Oui, classe du patrimoine, mais écoute, c'est vraiment la classe découverte en fait, hein, qui reprend. Là, en effet, il a été mis en place par donc, les professeurs qui ont décidé de faire une classe découverte parce qu'on l'avait depuis certaines années, depuis de nombreuses années. Et en fait, la société qui a été choisie a été donc côté découverte et on partir donc 3 jours donc, sur les chaînes de la Loire. Voilà. Merci. La numéro 5, la convention avec la SNCF d'occupation de la gare par la commune. Donc, vous le savez, il y a un grand projet national qui s'appelle 1001 gares et la gare du Coudray-Monceau, on a souhaité la préserver et la SNCF a accepté de la restaurer au profit de la commune. C'est des montants de travaux qui s'élèvent à plus de 400 000 € pour la restaurer à l'identique. Et donc cette convention d'occupation va permettre de créer une maison des sports et notamment pour l'association Aviron qui souhaite y installer des rameurs et pour pouvoir accueillir nos associations dans un lieu sympathique aux berges de Seine. Et la numéro 6, le marché accord cadre à bon de commande, c'est au vu, et vous l'avez remarqué, de l'ordre du jour plutôt intéressant qui va nous permettre d'échanger pendant toute cette soirée. Il a été décidé de faire un accord cadre multi-attributaire avec plusieurs cabinets à notre disposition pour limiter le nombre de marchés publics faits par la ville et pour pouvoir avoir des projets harmonieux et une pensée harmonieuse sur notre village dans les projets que nous souhaitons porter tout au long de ce mandat. Donc il y a 3 cabinets qui ont été retenus pour marcher à bon de commande et ces 3 cabinets sont donc c'est un outil attributaire. D'accord. Merci. Donc je vous remercie. Nous passons au 3e point de l'ordre du jour et le scolaire avec l'avenant numéro 1 portant extension de la convention du service commun de restauration collective et je laisse la parole à Monsieur Lavaux. Bien, donc comme vous le savez, nous avons décidé en septembre 2021 de rejoindre le service commun donc, avec le Grand Paris Sud pour les services de restauration collective scolaire, donc en fait pour la cantine, maintenant restaurant scolaire, on va dire, et donc on est très content. Et donc ce service commun, commencé donc en 2018 avec la ville d'Evry, a été rejoint par les communes de Lys, Lieusaint, Nandy, la Saint-Denis. Et donc là, aujourd'hui, il nous est demandé, parce qu'à chaque fois que quelqu'un, dès qu'il y a une ville qui nous rejoint, c'est un peu comme pour le CIARS, eh bien, on formalise et qu'on formalise l'adhésion à une nouvelle ville. Et en l'occurrence, là, c'est la ville d'Étiole qui nous rejoint à partir du 23 août 2021. Donc, il nous est demandé, justement, d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention, qui porte extension du service commun de restauration, avec justement la ville d'Étiole qui nous rejoint. Je tiens à préciser que plus de villes adhèrent à ce service commun, moins les frais de gestion, il y a de moins en moins de frais de gestion. À la base, on était à peu près à 10 centimes au couvert, donc au repas. Aujourd'hui, on va se retrouver avec 1 centime. Donc c'est quand même très intéressant au niveau des frais de gestion qui sont facturés par GPS. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous et j'espère qu'il y aura beaucoup de communes qui nous rejoindront. Voilà.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 2, indemnité aux enseignants, classe découverte 2022, Monsieur Lavaux. Eh bien, donc, comme dit tout à l'heure, donc cette fameuse classe découverte, elle va avoir lieu, et là, il va partir donc 3 jours, en effet, sur les châteaux de la Loire. Ça a été décidé évidemment par les professeurs. Et donc, il y a ces professeurs, il faut les payer. Donc, il est toujours d'habitude, on les paye, hein, c'est évident. Donc, il y a un calcul qui est fait par un élément forfaitaire. Donc, ça, c'est forcément, c'est l'éducation nationale qui donne les montants. Vous avez le détail avec les éléments variables, avantage en nature. Enfin, ça fait 38,88 € par jour qui est donc payé par la commune à nos enseignants qui, eux, accompagnent nos enfants du 14 au 16 mars sur 3 jours. Voilà. Donc, il est demandé au nom du conseil municipal de devoir attribuer cette indemnité, forcément, parce que voilà, ils prennent de leur temps et bon, ça a toujours été le cas de donner une indemnité à ces enseignants qui accompagnent nos enfants sur ces classes découvertes du patrimoine. D'accord? Bon, évidemment, c'est au budget 2022. Voilà, donc, il n'y a rien à dire de plus. Merci Monsieur Lavaux. Y a-t-il des questions? Donc je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie, ainsi que nos enfants et nos enseignants. 4e point à l'ordre du jour, vie associative, avec la question numéro 3, le don à l'AFM Téléthon. Et je laisse la parole à M. Bernès. Oui, merci. Donc, comme chaque année, en décembre 2021, nous avons organisé le Téléthon, donc le 3 et 4 décembre. On a eu une participation du tissu associatif assez fort, avec 20 associations sur 36, des équipes municipaux, des commerçants également ont joué le jeu. Et donc la récolte des dons a été d'un montant de 4 352,59 € et donc il est proposé aux membres du conseil municipal, comme chaque année, de faire un don de 700 € en faveur de l'AFM Téléthon qui portera le montant total à 5 052,59 € et de mandater Madame la maire pour la réalisation de cette opération. On dit que ce montant sera prévu au budget 2022. Merci Monsieur Bernès. Y a-t-il des questions? Donc je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, et un grand merci de la part du conseil municipal à tous les bénévoles, les associations, les élus qui ont participé à cette manifestation. C'est un sujet qui nous tient tous à cœur, donc il faut les remercier officiellement, car c'est un bon montant, même si on aimerait toujours plus, et à renouveler l'année prochaine. Merci beaucoup. 5e point à l'ordre du jour, l'urbanisme. Alors, avant de passer aux points qui vont suivre, c'est la délibération, on va dire, phare de ce premier conseil municipal de l'année, puisqu'il s'agit de l'avenir de notre commune. Et vous le savez, on a tous à cœur que notre village reste un village. Nous avons tous à cœur de rendre le Coudray-Montceau encore plus dynamique et rendre aussi le patrimoine aux Coudraysiens. Et je crois que ces deux délibérations répondent à deux enjeux majeurs qui sont d'une part le patrimoine de notre commune, l'accessibilité à des services publics toujours plus efficients, et par ailleurs la question évidemment de la santé qui nous tient particulièrement à cœur, puisque notre ville n'échappe pas à la désertification médicale, mais j'en dirai un mot à la prochaine délibération. Mais aujourd'hui, on a le projet qui est la question numéro 4, donc le projet d'acquisition de l'ancienne ferme Malchère située 1 avenue Charles de Gaulle par voie de préemption. Et c'est un projet qui conditionnera toute la suite du mandat et aussi l'avenir de notre ville
que nous laisserons plus tard à nos enfants. Donc je laisse la parole à Monsieur Mulas pour la présentation. Monsieur Mulas. Alors, le point de délibération qui suit est effectivement lié au souhait de maîtriser notre urbanisation, de pérenniser et d'enrichir l'offre de services aux habitants de notre commune. Le 15 décembre 2021, la commune a été saisie d'une DIA par la SCP Imbo Notaire en vue de la cession d'un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation agricole sur un terrain composé de différentes parcelles d'une surface totale de 10 957 m² située au 1 avenue Charles de Gaulle. Cette DIA prévoit donc la vente des parcelles des consorts Malcher à la société Les Dunes de Flandre située à la ville, moyennant la somme de 4 395 000 €. Face à l'opportunité immobilière convoitée par les promoteurs qui souhaitent développer un programme immobilier dans la ferme Malcher d'environ 200 logements et qui nous obligera à revoir nos infrastructures, afflux routiers, équipements supplémentaires en BRD et services à la population, écoles, sécurité, et qui impliquerait un investissement de grande ampleur incompatible avec la taille de notre commune, suite à diverses études considérant comme secteur à enjeu la situation de la ferme Malcher, concernant entre autres la situation de notre ville, la surface à forte ressource foncière pour l'intérêt collectif, la nécessité de sauvegarder certains bâtiments anciens qui représentent un intérêt patrimonial important et symbole de notre culture rurale. Ce secteur a été identifié ainsi comme un secteur à enjeu dans l'étude menée par Sud Aménagement sur les OAP, approuvée par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2018. Également, des études ont été réalisées par des programmistes et bureaux d'études qui ont retenu la ferme Malcher comme lieu de centralité et de développement des équipements culturels et de services publics qui permettrait une nouvelle programmation et organisation des sites existants, comme par exemple le centre culturel, les espaces associatifs liés et les services publics. Ce site à fort impact avec comme objectif la mixité de fonctions intégrera également un programme communal mesuré en logements, environ 70 logements, avec des espaces paysagers afférents offrant des opportunités fonctionnelles et de nouvelles perspectives pour l'entrée de ville. Ce terrain situé en zone UCB du PLU est soumis au droit de préemption urbain au bénéfice de la commune par délibération du conseil municipal du 12 novembre 2007. La commune souhaite donc acquérir ce bien par voie de préemption pour y développer son offre de services publics et culturels, petit théâtre, conservatoire de musique, danse, espace jeunesse, espace associatif, ferme pédagogique, et créer des logements et des espaces paysagers. Pour ce faire, la direction de l'immobilier de l'État a été consultée et celle-ci a évalué le bien à 3 120 000 € hors taxe. Sachant que les membres de la commission finance et urbanisme sont favorables à l'unanimité, sur cette base, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame la maire à user du droit de préemption communale pour l'acquisition de ce bien au prix défini par les services des domaines, frais notaires en sus, d'autoriser Madame la maire à souscrire l'emprunt y afférent, d'autoriser Madame la maire à inscrire au budget 2022 le montant nécessaire à cette acquisition et d'autoriser Madame la maire à signer l'acte d'acquisition de ce bien. Merci Monsieur Mulas. Alors avant d'autoriser, je pense qu'au vu de l'ampleur de ce projet, il est important qu'on puisse avoir un débat et que toutes les questions puissent être posées. Donc je vous propose d'ouvrir le débat évidemment et que, à la limite, que ceux qui veulent prendre la parole lèvent la main, comme ça on répondra peut-être en une fois sur toutes les questions, ce sera plus simple pour la clarté des débats. Donc Monsieur Baudet s'inscrit dans le débat. Y a-t-il d'autres personnes? Monsieur Traversi, Monsieur Baudet, Monsieur Villardier. Donc Monsieur Baudet, je vous en prie. Merci, très bien. Non, je voulais simplement prendre un peu la parole parce qu'effectivement, il y a toujours eu ce projet qui était prévu depuis longtemps. Et je pense qu'il est sage de revenir un petit peu en arrière sur le contenu. Par contre, pour moi, le contenu reste relativement flou. Il y a deux choses qui me gênent là-dessus. C'est le flou du contenu, puisqu'en fait, on ne sait pas quelles sont les activités qui ont lieu à l'intérieur de ce périmètre. 70 logements, bon, ça me paraît relativement raisonnable. Mais disons que et la deuxième chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a recours à l'emprunt là-dessus. Donc c'est quand même un peu plus de 3 millions d'emprunts.
On est une commune qui est relativement désendettée, je crois qu'on peut le dire. Donc c'est un petit peu dommage, disons, de remettre la gomme sur les emprunts. D'autant que quand on commence ce genre de projet, on sait très bien qu'on part sur des sommes approximatives, et quand on arrive au bout de l'opération, on sait bien qu'on en a à rajouter au bout. Donc je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Donc personnellement, je m'abstiendrai là-dessus. Hein. D'accord ? Monsieur Travesi. Merci de me céder la parole. Attendez, on va vous donner un... Merci de me céder la parole. Moi, c'est pareil, ça complète un petit peu le propos de Jacques Godet. Jacques, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, là, ça fonctionne. Donc moi, c'est vraiment sur la partie, je vais revenir sur la partie logement, parce que je pense que les 45% d'administrés qu'on représente ici nous interrogent, en tout cas nous on s'interroge aussi par rapport à cette histoire de logements sociaux, enfin de logements en tout cas. Moi, je voudrais savoir sur le nombre de logements, quelle est la part de logements sociaux, et si on va sur du logement social, sur quel type de financement, est-ce que c'est du PLAI, est-ce que c'est du PLS, est-ce que c'est, voilà, clairement, est-ce que c'est un public très, très modeste qui arrive ou pas du tout? Et puis aussi savoir aussi s'il est possible d'envisager pour la commune du Coudray, puisque si on veut rester à l'échelle d'un village, il faudrait peut-être avoir une réflexion sur le peuplement et penser à une commission de peuplement pour que on puisse échanger sur les nouveaux arrivants. Parce que je crois qu'il y a des craintes, il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la transparence et pas se retrouver un jour avec un public qui potentiellement peut venir déséquilibrer la vie du village, parce que très clairement au Coudray, si les gens sont au Coudray, c'est précisément parce qu'ils veulent être dans un village, et pas dans un village qui devient une ville comme on peut l'avoir juste à côté de chez nous. Voilà. Merci, monsieur Guillardier. Oui, merci. Donc, j'aurais plusieurs points. Je voulais savoir, quand vous intitulez programme communal mesuré de logement, combien de logements, les parkings, alors, je crois que ça apparaît, mais je voudrais avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Je suppose que la mairie ne va pas se transformer en constructeur, donc est-ce que ça veut dire que vous allez vendre un droit à construire? À qui? Combien? Pour le financement, comment vous allez faire, tout au moins dans l'avenir, sachant qu'il faut relever que la part d'autofinancement baisse, avec en perspective un autofinancement projet négatif, voire même négatif. Donc, sur l'ensemble de ces points, notre groupe a décidé de s'abstenir, considérant que le projet était en l'état incomplet, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre, mais on aimerait plus de détails, parce que la somme est considérable et que c'est un enjeu majeur pour notre commune. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste, je vais laisser évidemment M. Guerton répondre sur les questions de logement et de finances, évidemment. Et par ailleurs, en tant que maire, au vu de vos réflexions, et notamment la notion de village, de nombre de logements, et sur le fait que le projet n'est pas assez précis pour l'opposition municipale, ce que je peux entendre. Vous savez que le droit de préemption est possible pendant 2 mois, donc voilà. Donc c'est soit 200 logements, donc là je reçois M. Travesi, 200 logements qui arrivent sur le Coudray, vous multipliez par 3, donc vous comptez à peu près la masse de population qui arrive sur le Coudray non maîtrisée, vous l'imaginez bien, parce que vous connaissez les techniques, je pense, des promoteurs immobiliers. Donc ce qu'on essaye justement d'éviter, pour éviter une trop grande arrivée massive de personnes, puisqu'on a décidé d'avoir un développement maîtrisé, et là ce n'est pas le cas, surtout dans une entrée de ville, et ce qui nous obligerait à revoir totalement effectivement les équipements publics.
Et concernant le projet en termes d'équipement à l'intérieur, effectivement, il y a plusieurs études qui ont été faites. Nous avons été élus sur un programme qui les mentionne quand même pas mal, puisque bon, la ferme Malchère à l'époque n'était pas à vendre, mais vous imaginez qu'effectivement, il y a une forte demande, il y a une attente des habitants avec qui nous avons beaucoup échangé au niveau des nombreuses concertations qui ont été faites sur la ville, notamment sur la maîtrise du logement, ça je vous rejoins, et par ailleurs sur des équipements pour les associations, des équipements pour la culture, notamment le conservatoire, avec une ambition un peu plus poussée d'avoir un conservatoire un peu plus important en termes de cours et de pratiques musicales, un espace jeunesse, puisque nous avons investi un espace jeunesse actuellement au centre culturel assez petit, mais qui est un début. Et aujourd'hui, je crois que la jeunesse qui est très présente au Coudray-Monceau a aussi besoin d'avoir un espace dans lequel il peut pratiquer des activités. Nous avons, voilà, ce qu'on veut en faire, c'est un espace culturel réservé à la population qui nous permettra de faire des expositions, qui nous permettra d'accueillir de l'intergénérationnel, pourquoi pas une ferme pédagogique, et la question du logement, évidemment, pour répondre, mais il y aura des précisions de M. Guerton sur la question du logement. Non, nous ne comptons pas forcément avoir recours. Oui, la mairie pourrait très bien être constructeur et attribuer l'ensemble des logements à ses Coudraysiens. Et après, quand on part, il y aura des groupes de travail et le projet se fera sur un plan pluriannuel d'investissement. On ne sortira jamais un hectare aménagé en 3 ans. Il faut être aussi réaliste. Donc, ce qui nous importe, c'est d'avoir des équipements pour les Coudraysiens, de rendre le patrimoine aux Coudraysiens, pourquoi pas aussi du commerce, revitaliser cette entrée de ville, parce que c'est une entrée de ville, c'est l'entrée du Coudray-Monceau, et éviter d'avoir justement énormément de personnes qui arrivent sur la ville de Coudray-Monceau, car on ne pourrait pas gérer avec nos équipements publics, rien que l'école ne pourrait pas subir cette arrivée massive. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à M. Guerton. En ce qui concerne les logements, vous savez bien que les promoteurs, ce qu'ils recherchent, c'est de faire le maximum de logements. Vous comprenez bien, donc on en a eu des promoteurs. Hein, avec des projets qui représentent 200 logements à cet endroit-là, donc ça paraît inconcevable. Donc si vous voulez... cette décision a été prise parce qu'en fait, si vous voulez également, ce que vous expliquiez, M. Nuna, c'est l'intérêt aussi de cet endroit, hein, qui est une ferme très ancienne. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le projet n'est pas complètement figé, hein, puisqu'on va délibérer aujourd'hui. Hein. Et le but, justement, c'est de ramener à un minimum de logements. Hein. Bon, on dit 70, hein, et il n'y en aura peut-être que 50, j'en sais rien. Hein. Mais l'idée, c'est d'éviter qu'on ait un nombre très important de logements qui, par la suite, effectivement, pourraient déstabiliser, je dirais, un certain nombre de choses. Hein. Il faut faire construire des écoles ou choses comme ça. Hein. Donc, concernant l'emprunt, depuis plusieurs mandats, la ville a toujours été bien gérée, avec des emprunts également. Et si on veut construire des projets, il est important de pouvoir faire des emprunts. Hein, sachant qu'on a une capacité extrêmement importante, hein, puisque aujourd'hui, l'emprunt par habitant, il est extrêmement faible, et ce qui nous donne la possibilité justement de pouvoir emprunter. Et je pense que toutes les communes ont intérêt à un moment donné d'emprunter. On ne peut pas évoluer, je dirais, faire des projets sans emprunt. J'ai jamais vu ça. Hein. Merci, Monsieur Guerton. Donc, pour conclure, bon, moi je souscris pleinement aux remarques de l'opposition, puisqu'il s'agit quand même d'une décision qui est structurante, et je rassure l'opposition et le conseil municipal et la population, ce projet sera construit
avec la population. Ce n'est pas une équipe municipale, c'est un projet qu'on construit sur le long terme, en concertation avec la population. En conclusion, voilà, on souhaite s'occuper de nos seniors, de la jeunesse, évidemment des associations, du commerce, l'entrée de ville, avec une maîtrise foncière, une préservation de notre patrimoine, parce que ça reste notre patrimoine. On voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux des Coudrésiens qui nous montrent cette entrée de ville avec cette ferme historique, qui est une ferme historique, c'est le Coudray d'avant. Donc c'est une démarche qui est plutôt une démarche de conservation et de protection pour la ville du Coudray-Montceau. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité, et je regrette, pour la clarté des débats, mais ça c'est un regret, que certains membres de l'opposition aient émis un avis favorable en commission, notamment urbanisme, et s'abstiennent en conseil municipal. Je trouve qu'à partir du moment où c'est un projet structurant pour notre ville, à partir du moment où c'est pour préserver justement sur quelque chose qui nous rassemble, pour une fois, notamment la maîtrise de notre population, que ce projet ne puisse pas être construit unanimement par le conseil municipal. Mais je ne désespère pas, mais je prends bien bonne note de vos remarques. Je vous remercie, donc adopté à la majorité. Nous allons passer à la question numéro 5, avec le projet d'acquisition amiable d'un bien 6 au numéro 32 avenue Charles de Gaulle. Effectivement, en introduction, comme c'est un deuxième projet structurant qui va conditionner la suite du mandat, comme je vous le disais tout à l'heure avant l'ouverture du point sur l'urbanisme, le Coudray-Montceau n'échappe pas à la désertification médicale, mais je pense que c'est un mal national. Et quand on regarde les communes aux alentours, que ce soit Saint-Fargeau-Ponthierry, que ce soit toutes les communes d'ailleurs, puisque on le remarque aussi sur des très grosses villes comme Corbeil, beaucoup de départs à la retraite, peu de remplacements. On le voit sur d'autres maisons médicales qui se sont créées avec notamment les villes comme Saint-Germain-les-Corbeilles ont eu beaucoup de mal à créer un projet cohérent. Nous, au Coudray-Montceau, nous avons la chance d'avoir des professionnels de santé, pas complètement en nombre suffisant évidemment, et aujourd'hui la ville se doit, puisque c'est une demande de la population, que de répondre à cette problématique d'accès aux soins. Et quand je parle de l'accès aux soins, évidemment, je parle aussi du maintien à domicile, parce qu'il ne faut pas oublier aussi nos aînés qui ont envie de rester chez eux, et je pense que le débat actuel nous en apprend beaucoup sur l'importance du maintien à domicile. Et c'est vrai qu'une maison médicale pluriprofessionnelle dans notre ville ferait beaucoup de bien à notre population. En tout cas, c'est une forte demande des Coudrésiens. Mais je vais laisser monsieur Pierre Mulas nous présenter cette délibération. Oui, alors le point de délibération qui suit, lui, est lié au souhait de maîtriser, de pérenniser et d'enrichir l'offre de santé aux habitants de notre commune. La SCI du Vieux-Puy est propriétaire d'un bien constitué d'un terrain de 1306 m² sur lequel elle construit un bâtiment d'une surface utile de 300 m² à usage de cabinet médical privé disposant de 18 places de stationnement. Depuis septembre 2020, 3 professionnels médicaux ont cessé leur activité pour cause de départ à la retraite. Ces cessations d'activité interviennent dans un contexte national de tension sur le fonctionnement et la démographie médicale en général. La perte d'une offre locale de soins de premier recours influe considérablement sur l'attractivité de la commune, sur sa cohésion sociale et augure l'émergence à court terme d'un nouveau désert médical coudraisien dans le paysage départemental. Si aucune action n'est engagée, la disparition de médecins obligera les habitants à se déporter vers d'autres professionnels de santé déjà saturés, exerçant à l'extérieur de la commune. Cette situation créera localement une rupture dans l'offre de soins de premier recours, d'autant que la ville ne dispose pas actuellement d'un bâtiment adapté à l'exercice collectif de santé dans son patrimoine. Les modes de fonctionnement des professionnels de santé ont évolué depuis plusieurs années. Regroupement, coordination des soins entre professionnels médicaux et paramédicaux, informatisation des actes, partage de données.
Ces changements sont accompagnés par un plan gouvernemental Ma Santé 2022 visant à favoriser l'installation de nouveaux omnipraticiens et le développement d'une offre de nouveaux parcours de soins adaptés aux besoins locaux. Par exemple, soins non programmés, permanence, soins spécifiques liés au vieillissement ou encore en direction des pathologies particulières identifiées dans le cadre des actions de santé publique, par le biais de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de santé plus attractifs pour les professionnels. Dans le cadre d'une réflexion préalable engagée sur le maintien d'une offre de soins de premier recours sur la commune du Coudray-Montceau, la SI du Vieux-Puy a fait savoir qu'elle est favorable à une vente amiable au profit de la commune afin de maintenir l'offre de soins à court terme. Cette hypothèse permet alors d'envisager ultérieurement soit des travaux de modernisation du cabinet actuel pour aller vers une structure d'exercice collectif de santé de type MSPP ou similaire, soit la conception d'un nouveau projet de maison de santé dans des conditions et délais qui maintiennent la présence des médecins sur la commune. Le site pourrait aussi accueillir une dizaine de logements. Des contacts ont été pris auprès des représentants institutionnels tels que la région, le département et l'agence régionale de santé afin de leur faire part de l'intention de la commune de réaliser une structure d'exercice collectif de santé et de solliciter leur soutien financier en investissement et en fonctionnement selon leurs propres règles d'intervention. En date du 10 novembre 2021, les services de la ville ont sollicité la DIE, Direction de l'immobilier de l'État, afin de recueillir son avis conformément, qui prévoit que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent, dans le cadre de leur projet d'opération immobilière et avant toute entente amiable, établir au préalable une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État. Par courrier en date du 11 janvier 2022, la DIE a rendu son avis constatant l'estimation du bien au prix de 1 160 000 €. Compte tenu des circonstances d'intérêt général avérées pour maintenir une offre de soins de premier recours sur la commune du Coudray, et après débat. Merci, Monsieur Mulas. Comme c'est un deuxième projet structurant, je vais donc ouvrir le débat et vous proposer de poser des questions. Qui souhaite poser une question? Monsieur Villardier? D'autres personnes? Non? Juste Monsieur Villardier? Oui. Non, mais c'est... Apparemment. Donc, Monsieur Villardier. Merci. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions avant de voter? On souhaiterait savoir sur la base de quoi, de quel programme l'estimation des domaines a été faite. Alors, M. Glass a en partie répondu avec une question suivante, mais c'est pas grave. Pourquoi ne pas faire le centre de santé justement dans la ferme Alchère ou ailleurs, comme cela avait été envisagé à une période? Le projet est-il seulement de conserver et d'aménager l'actuel centre de santé ou d'y associer justement des logements? Et enfin, notre groupe ne votera pas, ou votera contre, par éthique, considérant que le fait que François Gros soit actionnaire de la SCI, pour nous, représente un possible conflit d'intérêts. Et notre groupe reste bien sûr tout à fait attentif à la possibilité de l'ouverture d'un centre de santé sur notre commune, qui était l'un des points figurant dans notre programme. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guerton. Souhaitez-vous prendre la parole pour répondre à une partie des questions de Monsieur Villardier? Oui, concernant cette possible acquisition, il faut savoir qu'il y a 4 actionnaires dans cette SCI, dont un actionnaire, que vous connaissez bien, qui est minoritaire, et donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, sachant que Madame la maire n'est pas associée, je dirais, à cette maison pluridisciplinaire. Alors, concernant le centre de santé et les quelques précisions que vous avez demandées, pour le coup, pourquoi avoir choisi ce lieu-là, puisque nous avons des professionnels de santé et on en a ceci d'autres, alors on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais au quotidien, tous les jours, on reçoit
des médecins qui seraient intéressés, des sages-femmes, du paramédical. Voilà, on a beaucoup de professionnels qui s'intéressent en tout cas au lieu et au Coudray-Montceau. L'utilisation de cette maison de santé dans un premier temps permettrait de garder la possibilité d'avoir encore des médecins sur notre ville, puisqu'il y a le bâtiment existant qui nous permet d'utiliser ce bâtiment existant pour avoir le temps de construire le projet. Après, concernant les logements, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que ça sera fait évidemment, c'est une possibilité parce qu'on sait qu'on a aussi des professionnels de santé qui souhaitent s'installer sur la commune sur laquelle ils exercent. Donc ça peut être une possibilité sur quelque chose de beaucoup plus léger. Les projets qui nous ont été présentés, parce que je rappelle que ce terrain est en vente et bien plus cher que le prix des domaines, vous imaginez, et pour le coup, le nombre de logements dépassait encore la volonté de la commune que de ne pas trop construire. Donc on était à 45-50 logements sur cet endroit avec un R+2 plus comble. Vous imaginez, c'est beaucoup plus haut que l'existant. Donc devant des maisons qui sont à l'arrière et en échangeant encore une fois avec beaucoup des riverains autour de cette maison de santé, la proximité de la maison de santé actuelle, de la pharmacie, du centre-ville, des parkings, du nouveau centre commercial, semblait relativement adaptée. Donc d'une part, on voulait éviter une grosse opération imminente, voilà. D'autre part, quand on a comparé le prix, parce qu'on a quand même fait une comparaison, on peut faire construire une maison de santé, par exemple, par du privé. Quand on comparait le prix d'une maison de santé en dessous de logement avec le prix de l'acquisition plus de la construction actuelle, ça coûtait beaucoup moins cher à la collectivité que d'acquérir ce terrain, tout simplement. Après, sur la ferme Malchère, construire dans la ferme Malchère, sachant que c'est une préemption, vous savez très bien qu'à ce moment-là, les Coudraysiens ne sont pas prêts d'avoir des médecins sur le territoire. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde fait des efforts dans l'intérêt général. Je rappelle à l'opposition que c'est vraiment là une autorisation de négocier et j'espère bien que la commune, dans sa négociation, arrivera à avoir un cabinet médical et un prix du terrain moins cher que le prix des domaines, puisque là, ils n'ont pas d'obligation d'accepter. Donc pour le coup, évidemment que nous allons, on peut appliquer les moins 10% ou les plus 10%. Et vous imaginez bien que notre volonté dans l'intérêt général, c'est d'appliquer les moins 10%. Je vous remercie pour ce débat. Je vais donc passer au vote. Ah oui, monsieur Mulas, vous vouliez compléter? Oui, donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame la maire à lancer une négociation avec les représentants de la CI du Vieux-Puy en vue d'acquisition amiable du bien cadastré AB, parcelle numéro 120 reconnaissant l'intérêt qu'il représente pour la commune, d'autoriser Madame la maire à signer l'acte d'acquisition de ce bien et tout document se référant à cette acquisition, d'autoriser Madame la maire à solliciter auprès des organismes financeurs les subventions pour l'acquisition de ce bien, d'autoriser Madame la maire à souscrire l'emprunt y afférent et d'autoriser Madame la maire à inscrire au budget 2022 le montant nécessaire à cette acquisition. Peut-on avoir l'avis des commissions? Idem, alors par rapport à la commission urbanisme, la commission urbanisme était favorable à l'unanimité. Monsieur Guerton, la commission finance? Également. Merci beaucoup. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je précise qu'en application des règles prudentielles, je n'ai pas pris part au vote. Et je regrette une nouvelle fois qu'en commission, ces débats n'aient pas lieu et qu'il y ait des votes favorables à l'unanimité et par ailleurs au conseil municipal un vote différent. Merci beaucoup. Nous allons passer au 6e point à l'ordre du jour. Je peux dire un mot? Non, monsieur Baudet, le point est voté ou on passe à Non, autre mais chose j'étais dans la commission et j'arrête d'entendre ce que je n'ai pas envie d'entendre. Dans la commission, j'ai évoqué des doutes là-dessus, j'en ai parlé, j'ai mis des réserves. Donc qu'on ne le dise pas, c'est bien,
mais ne me faites pas dire de ce que je n'ai pas dit. Ben, vous le direz peut-être plus clairement la prochaine fois. Ben non, pas du tout. Je le dis Sixième point dans à la l'ordre mesure du où jour. je Merci Monsieur Baudet. Finance, et je laisse la parole à la question numéro 6 à Monsieur Marc Garton pour le débat d'orientation budgétaire 2022. La tenue donc d'un débat d'orientation budgétaire s'impose donc aux communes, donc avant l'examen donc du budget primitif. Donc c'est la première étape du cycle budgétaire annuel. Donc le DOB donc s'effectue donc sur la base donc d'un rapport que je vais vous présenter, qui prend en compte donc le contexte général dans lequel le budget sera construit. Il présente également les perspectives d'évolution de la population, des enfants scolarisés et des logements, ainsi que du développement économique et évidemment de la situation financière de la commune à fin 2021. Donc en introduction, la crise sanitaire mondiale, comme vous le savez, engendrée donc, par le Covid, a provoqué une onde de choc, et son déclenchement donc, qui s'est vite étendu à toutes les sphères économiques et financières. Donc face à cette situation, des mesures économiques prises par les gouvernements et les institutions supranationales donc, ont permis de limiter l'ampleur de la crise économique. Au niveau mondial, donc, les indicateurs de santé économique et des marchés financiers sont au plus haut depuis donc, le troisième trimestre 2021. Bon, malgré tout, donc, des incertitudes demeurent donc, face à l'augmentation de l'inflation et des prix de l'énergie donc, qui ont tendance à progresser. Donc, les prévisions présentées donc, dans ce document donc, sont en cohérence avec les objectifs du programme de la majorité du conseil municipal, qui est donc, je le résume, donc, de fournir à nos habitants donc, les services de qualité qu'ils attendent, assurer donc, un bon entretien donc, des équipements, développer de nouvelles activités, accroître la politique d'investissement pour développer des équipements publics nécessaires qui répondant donc aux besoins de la population, maintenir également à faible niveau la pression fiscale et garantir une ville semi-rurale avec une qualité de vie donc, pour tous les âges. Concernant l'environnement international et européen, bon, le rapport mentionne qu'on doit, je dirais, présenter un certain nombre de choses au niveau, je dirais, international, européen et, je dirais, au niveau France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après le repli généralisé du PIB à l'échelle mondiale, donc, qui a été provoqué par la première vague de l'épidémie, l'ensemble des grandes économies développées donc, a retrouvé donc, une croissance positive au cours de l'année 2021. Donc l'arrivée des vaccins et l'expérience acquise donc, au fil des confinements donc, ont permis de limiter donc, les effets les plus néfastes de l'activité économique. Bon, je vous ai présenté une courbe de croissance de PIB, simplement pour information, qui montre l'évolution au niveau monde, France et zone euro, qui est là pratiquement, je dirais, qui suit la même courbe. La remontée des prix de l'énergie provoque une accélération de l'inflation donc au second semestre 2021. Également l'augmentation des prix de matières premières et des coûts de transport maritime au niveau mondial, qui ajoute donc qui s'ajoute également des pénuries des biens intermédiaires, notamment dans les semi-conducteurs, comme vous avez pu l'entendre dans les médias, qui limitent certaines productions industrielles. Donc la croissance mondiale a quand même rebondi à 5,9% en 2021, puis devrait ralentir à 4,1% en 2022. Donc, même si le PIB je dirais, mondial a reculé de 3,4% en 2020, on observe tout de même donc, un rebond économique important quand même en 2021. Et ce bon niveau d'activité devrait se poursuivre en 2022, d'après les différentes analyses. Par contre, ce qu'on pourrait rajouter au niveau planétaire, au niveau de l'échelle de la planète, c'est le coût des catastrophes naturelles qui ont un impact donc, sur la vie économique, puisque celle-ci se chiffre en 2021, selon une estimation, à quelques 220 milliards d'euros, qui est une hausse de 24% par rapport à 2020. Donc c'est un poids quand même au niveau économique. C'est
ces problèmes, je dirais, de catastrophes naturelles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1980 et 2019, comme je vous l'ai présenté également l'année dernière, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes auraient représenté des pertes économiques de l'ordre de 446 milliards d'euros. Autre point d'actualité, c'est la tension donc, entre la Russie et les pays occidentaux, et les États-Unis, sur la situation en Ukraine, qui est une crise majeure, comme vous le savez. Ce conflit qui est aux portes de l'Europe risque d'avoir des conséquences sur les importations énergétiques. À savoir que la Russie est à l'origine de plus de 40% de la fourniture des importations européennes de gaz, d'où un impact en France par la suite. Si la Russie appliquait donc ces mesures de rétorsion, donc cette sentence risquerait d'alourdir un peu plus la facture de l'énergie. En Europe, ce qu'on a pu constater, c'est une reprise plus tardive, mais assez solide. Donc en Europe, les mesures de chômage partiel donc, ont permis de contenir donc, cette augmentation au niveau du chômage. La croissance a conservé un rythme soutenu au troisième trimestre 2021 à hauteur de 2,2%. Une hausse importante des prix de l'énergie, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, donc ont constitué les principaux facteurs d'accélération de l'inflation. Et les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions monétaires et financières accommodantes tout au long des 3 premiers trimestres. En 2021, la croissance en zone euro devrait atteindre 5,3%. Et puis elle ralentirait certainement donc progressivement en 2022 pour atteindre peut-être 4,1%. Donc l'action massive de la Banque centrale européenne, comme vous le savez, donc, a permis un rebond des activités donc, en 2021. La situation en France. Donc elle se tend, je dirais, vers un retour à la normale de l'activité économique. C'est une tendance. Donc malgré donc, la quatrième vague épidémique en fin 2021, l'impact économique donc, de la crise sanitaire aura été nettement moins fort, comme vous avez pu le constater. Grâce à la progression de la vaccination contre la Covid, donc la plupart des restrictions sanitaires ont été levées progressivement et favorisant donc la reprise de l'activité en France. La consommation des ménages a également progressé de 5% au troisième trimestre 2021. L'investissement est resté stable au troisième trimestre également. Et l'économie donc, française semble donc bien résister. La croissance est estimée à 0,12% au quatrième trimestre 2021. Donc après un ralentissement, effectivement, au premier trimestre 2022, qui semble s'accentuer. Mais cet ralentissement donc, devrait quand même repartir on le verra, au second trimestre 2022. Donc de nombreuses entreprises françaises donc, font face également à des difficultés d'approvisionnement, notamment dans le secteur automobile. Les plans de soutien se sont concentrés sur les dispositifs d'indemnisation des entreprises et des citoyens suite à l'arrêt d'activité lors du premier confinement. L'État a mis en place un programme de plusieurs milliards de garantie d'emprunt, les PGE. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en 2022, donc, le PIB français devrait augmenter de façon un peu plus importante, mais moins soutenue à hauteur de 4%. En ce qui concerne les emplois, le marché du travail, donc, le taux de chômage aurait tendance à retomber donc, à 7,7% au quatrième trimestre 2021, sachant que le rapport a été rédigé début janvier, donc les chiffres, effectivement, aujourd'hui, ne sont plus ceux-là. Cette amélioration s'accompagne néanmoins du retour des difficultés en termes de recrutement.
ce qui est un sujet extrêmement gênant. Et d'après un sondage donc, de l'INSEE, 56,9% des entreprises de l'industrie française estimaient éprouver donc, des difficultés en termes de recrutement en décembre 2021. Donc la courbe que je vais vous montrer, c'est la prévision de l'INSEE du taux de chômage qu'on voit qui est en baisse. En ce qui concerne l'inflation, donc qui est transitoire mais qui risque de se prolonger, cette inflation qui est mesurée par l'index des prix à la consommation donc a progressivement regagné du terrain pour atteindre 3,4% en décembre 2021. Donc c'est principalement la composante énergie qui explique plus de la moitié de l'inflation observée en octobre 2021. La hausse des prix du gaz et des carburants pour les véhicules personnels donc, a aussi ajouté donc, et ajoute aujourd'hui donc, un rôle significatif dans cette accélération de l'inflation. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation se maintiendrait à 2,5% au premier semestre 2022, mais là, ce ne sont que des prévisions. Bon, globalement, les entreprises donc, se portent relativement bien, sachant qu'il y a eu des mesures de soutien mises en place par le gouvernement donc, pour faire face donc, lors de cette pandémie, avec des fonds de solidarité, la prise en charge du chômage partiel et des prêts garantis, et qui ont permis donc, de maintenir le niveau, je dirais, de l'économie au niveau de la France. Donc également, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des nouvelles restrictions sanitaires début janvier, et donc il y a eu comme un renforcement des mesures de soutien aux entreprises qui a été engagé. Bon, je ne vais pas vous les lister. Le déficit public donc, devra atteindre 8,4% du PIB donc, en 2021. Donc, je vous ai noté le tableau qui donne une dette publique globale depuis 2,834 €. Bon, ça c'est à titre d'information. Des investissements publics à long terme avec France Relance, France 2030, avec un certain nombre de chapitres dans les principaux objectifs, notamment en énergie, la culture, le transport du futur, l'alimentation, la santé et des espaces et fonds marins qui ne nous concernent pas directement. Donc principalement, donc, concernant la loi des finances 2022, j'ai indiqué un certain nombre d'items qui concernent donc les collectivités locales. Il y a donc la réforme du calcul des indicateurs financiers sur lequel s'appuie la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Cette réforme, on le verra, pourra peut-être avoir un impact sur principalement les fonds de péréquation. Les dotations de soutien à l'investissement, l'investissement local, en hausse, qui sera en hausse donc en 2022. Les dotations d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Enfin, cette dotation n'est pas systématiquement reversée à la commune. La dotation de soutien à l'investissement local également, dont je vous indiquais le montant qui serait de plus de 900 millions. Et une dotation politique de la ville, qui ne concerne pas directement. Donc, ce qu'on peut noter également dans le cadre dans le cadre de la relance post-Covid, est prévu donc une probable baisse de la CVAE. CVAE, c'est une contribution que versent les entreprises à l'agglomération. À l'échelon intercommunal, je vais faire rapidement, je dirais, évoquer un certain nombre de choses. Bon, c'est un budget au niveau intercommunal, c'est un budget en restauration.
GPS redresse une trajectoire financière au niveau de ses dépenses. Un point qui nous concernera, nous, en tant qu'administrés, c'est la taxe de la gestion des milieux aquatiques, la GEMAPI. Il devrait y avoir une taxe de prévue par GPS courant 2022. Pour le financement de la compétence GEMAPI, donc j'ai indiqué que GPS a donc la possibilité d'instaurer cette taxe en 2022. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça impacte, si vous voulez, la gestion des berges de Seine, qui est pour le moment répartie avec le CIRS pour notre commune. Bon, la régie de l'eau, je pense que on l'a suffisamment évoqué et vous avez pu observer effectivement que la gestion de l'eau a été reprise donc, par l'agglomération, par donc, la régie. L'attribution de compensation qui est modulée donc, par les transferts de compétences entre l'agglomération et la commune, qui devrait normalement, rester stable par rapport à 2021. Les perspectives communales. Concernant l'évolution de la population, elle est estimée aujourd'hui à 4910 habitants. C'est en référence à la DGFI qui s'appuie sur ce chiffre pour, je dirais, attribuer les dotations. Donc les 86 logements de la résidence Simone Veil n'auront pas d'impact sur nos équipements puisque il y aura très peu un certain nombre d'enfants, mais donc il y aura des élèves au groupe scolaire, mais il y aura aussi des collégiens. Et il y a un certain nombre de logements, des T1 et des T2 qui représentent pas, je dirais, une arrivée d'enfants scolarisés. Le rythme annuel de naissance qui reste du même ordre que 2021, puisqu'on a comptabilisé 59 naissances en 2021. C'est relativement stable. Et l'effectif actuel d'enfants scolarisés au groupe scolaire, donc elle est toujours en diminution. C'est la courbe que je vous ai présentée dans le rapport, sachant qu'on est passé à 475 enfants et qu'en 2019, il y en avait 581. Le logement, donc la commune on paye toujours une pénalité, et évidemment, puisqu'on se rapproche des 25%, on est pénalisé malheureusement par le retard, je dirais, de la mise en service de la résidence intergénérationnelle de la résidence Simone Veil, puisque la Covid est passée par là, et malheureusement le programme a dû être décalé, et ce programme a été livré donc en début 2022, et ce qui est pénalisant, mais on ne peut pas faire autrement. Concernant le tissu économique, vous connaissez, je dirais, l'implantation des entreprises sur notre territoire. Et ces entreprises génèrent un certain nombre de ressources financières, la taxe d'aménagement, et également la taxe sur le foncier bâti, et la contribution économique territoriale qui passe par GPS, mais qui indirectement alimente notre budget. Donc globalement, le territoire compte à peu près 3500 emplois. Le cœur de l'île, donc également, c'est intéressant de noter, a connu une revitalisation par l'implantation de l'ancienne Carrefour, Carrefour Contact. Bon, concernant
les trois principales zones d'activité, hein, il y a la zone d'activité des Blanches, vous connaissez bien. Après la mise en exploitation donc, de l'EDPD, donc, il y a également un bâtiment logistique pour des petites et moyennes entreprises et d'une station gaz-up. Hein. Donc il reste donc, un terrain non encore construit sur lequel il y a un permis, mais pour l'instant ce terrain n'est pas encore construit. Le site Essen Nanopole, sur lequel est implanté donc, XFAB, principalement, hein, qui est un des fleurons de notre commune. Et a non seulement donc, consolidé ses effectifs, mais recrute de nouveaux collaborateurs et surtout investit dans l'outil de production au Coup de Ramonceau, dans le développement de nouveaux produits. Sachant qu'ils sont portés par une stratégie ambitieuse en matière de recherche et développement. Donc XFAB bénéficie d'un plan de relance en 2021, ce qui leur permet de consolider leur activité sur l'usine du Coup de Ramonceau. Donc c'est un secteur donc, stratégique hein, qui devrait donc, également donc, ramener un certain nombre d'emplois sur ce site et pérenniser sur cette activité sur le site du Coudray. Donc les 20 hectares restants donc, qui ont été rachetés hein, par XFAB se situent à la fois sur le commune du Coup de Ramonceau et Corbeil. Et donc cette surface, à construire, hein, il y a l'ancienne base de vie IBM hein, sur laquelle est installé un revendeur de véhicules qui est proche de la société American Car. Il y a également donc l'ex-siège de l'agglomération hein, qui a fait l'objet d'un rachat en 2021 par une société. Et le site principal, c'est l'ex-bâtiment B1 IBM hein, qui représente une douzaine d'hectares. Donc, qui a fait l'objet d'une acquisition par la société logistique Capital Partners en 2019. Bon, vous savez, hein, puisque cette société fait énormément de communication, l'objectif du projet consiste en la construction de bâtiments data center, hein, dont le premier, certainement, je ne sais pas, hein, mais devrait voir le jour, je dirais certainement fin 2022. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. La zone d'activité, alors il faut savoir que cette implantation du premier bâtiment est située à plus de 90% sur la commune du Coup de Ramonceau. Bon, vous voyez ce que je veux dire, ce qui permettrait d'abonder de manière substantielle hein, donc les recettes financières de la commune par l'intermédiaire de la taxe d'aménagement et par la taxe foncière. La zone d'activité pendant la Gélienne, donc c'est une zone qui vit son petit train-train. Hein. Ça regroupe donc, principalement des PME. Hein. Sur cette zone, s'est implantée donc la société American Car. Hein. Pour information, donc, le projet de construction du nouveau site social de la SAD qui va changer, je dirais, son siège d'endroit, qui se situe donc sur cette zone-là, libérera donc un petit espace qui pourra être commercialisé donc, dans le futur. Donc en ce qui concerne l'aspect budgétaire de la commune, les dépenses de fonctionnement donc, dépendent essentiellement donc, de l'évolution de la population et des équipements à mettre à disposition, hein, le nombre d'enfants scolarisés, donc la qualité et la diversité des services hein, qui seront en vente pour les habitants. Donc, le coût des achats externes, notamment de l'énergie, de l'inflation, des effectifs communaux, des dépenses exceptionnelles liées à la commune, mais qui sont relativement en nette diminution par rapport à 2021. Donc j'ai cité également la gestion du gymnase des Victuliers, hein, qui est la compétence de GPS, mais dont cette gestion a été repoussée en faveur de la commune, donc au 31 décembre 2022.
Donc la dépense en investissement, ça concerne essentiellement des installations, donc les projets structurants de la commune. En 2021, les investissements ont porté essentiellement donc, sur la restauration de l'église du Monceau, la restauration de la glacière, la finalisation de l'enfouissement des réseaux de la rue des Grès également, le remplacement des cabines et l'installation d'un panneau d'affichage sur le stade sportif Robert Dautier. Il y a eu l'installation également d'un éclairage à LED d'hélice extérieur, la réfection d'un certain nombre de places de stationnement, la consolidation donc également de l'église Notre-Dame du Coudray, l'aménagement d'une aire de jeu à la ZAC du Bois-Vert, puis un certain nombre d'autres, je dirais, investissements de moindre mesure, notamment la modernisation du réseau de télévision et l'installation d'un abri-bus dans le quartier des Libellus. Donc en 2022, les principales opérations qui devraient être engagées sont, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les démarches d'acquisition de l'unité foncière de la ferme Alchère, comme on vous l'a exprimé, pour mettre un frein à la pression des investisseurs qui imposent toujours un plus grand nombre de logements. Également en grand projet, grandes opérations, le lancement de la négociation pour l'acquisition du bien de la SCI du Vieux-Puy, pour pérenniser donc cette offre médicale sur notre territoire. La mise en sécurité du patrimoine du parc de la Belle Gabrielle et un certain nombre d'autres, d'investissements que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Donc, compte tenu de tous ces éléments, donc les dépenses d'équipement en 2021 sont de l'ordre de 1 436 000 euros, ce qui montre un potentiel de subvention important. Pour les prochaines années, donc des projets importants sont prévus, comme je vous l'ai notifié, donc qui devront être forcément être financés en faisant l'appel à l'emprunt, sachant que c'est d'autant plus, je dirais, possible que le niveau annuel de nos emprunts est très faible. Il est de l'ordre de 280 000 euros, qui est vraiment très très faible. Les recettes, elles sont principalement constituées par les impôts locaux, donc il faudra s'attendre à une stabilisation des recettes sur ce texte au niveau d'imposition à changer. L'attribution de compensation qui nous est reversée par la communauté d'agglomération, qui devrait être du même niveau en 2022. Les fonds de concours qui sont votés par la communauté d'agglomération, mais je dirais les règles d'attribution devraient changer en 2022. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre, je dirais, à une diminution des fonds de concours. Les produits de service qui sont évidemment prévus en diminution, sachant que la baisse du nombre d'enfants scolarisés diminue, donc les recettes diminuent. Les droits de mutation. Il y a également la taxe d'aménagement sur les constructions, les diverses subventions obtenues par les investissements, donc qui sont forcément, je dirais, systématiquement recherchés sur tous les projets. En conclusion, je dirais que malgré une situation, je dirais, incertaine au niveau international, européen et national, le projet du budget 2022 sera construit sur les hypothèses et perspectives présentées dans ce rapport. Bon, il est à noter tout de même que l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation a un impact forcément sur les budgets. La situation, je dirais, financière concernant l'évolution du budget entre 2019 et 2021, ce qu'on peut dire, c'est quand même,
voyez, hein, c'était une situation qui est satisfaisante, sachant qu'au niveau des dépenses, en 2021, les dépenses étaient à hauteur de 5 400 000 euros, hein, avec un total des dépenses, je dirais, de 6 948 000 et des recettes à 9 146 000 euros. Ce qui est un solde nettement positif, hein, qui est de 2 197 000, près de 2 200 000 euros. À cela, il faut évidemment retirer les restes à réaliser, hein, qui sont de 280 000 euros, ce qui nous fait donc un solde positif de 2 millions d'euros. Concernant la fiscalité locale, sur les taux, hein, la taxe foncière, sur le foncier bâti, bon, ce taux n'a pas augmenté et il n'augmentera pas en 2022. Ce que vous voyez là, effectivement, c'est que le taux 2021 qui est indiqué, ce qu'on a voté l'année dernière, c'est la taxe, je dirais la taxe départementale qui a été rattachée à la part communale, ce qui fait que notre taux de 5,85 ne bouge pas, mais comme la taxe départementale a été rattachée au taux communal, on a une taxe qui s'affiche à 22, mais sachant que le taux départemental n'existe plus. Donc il faut savoir qu'on est, bon, ce que je vous avais indiqué l'année dernière, hein, c'est que les taux des moyens des communes au niveau du département se situent autour de 16%, enfin 16%. Bon, il faut rajouter évidemment la part départementale. Hein. Au niveau des subventions qui ont été perçues par la commune, elle a très nettement augmenté, hein, puisque vous voyez que sur le graphique, en 2020, nous étions à un peu plus de 370 000, près de 363 000 euros, et en 2021, nous sommes à près de 450 000 euros, précisément 449 000, sachant que les subventions, les années précédentes, tournaient autour de 180 000 euros. Concernant donc l'endettement, comme je vous l'ai expliqué, hein, il est très faible, hein, il est inférieur à 280 000 euros, ce qui est un niveau très faible. Hein, ce que je vous indiquais, si vous voulez, la moyenne, c'est à peu près 58, enfin c'est toujours la base, hein, que l'on prend, hein, c'est à peu près 58 euros par habitant. Et sachant qu'au niveau national, c'est une moyenne par rapport à la même strate démographique, qui est de l'ordre de 730 euros par habitant. Ce qui nous autorise évidemment une marge de manœuvre extrêmement importante pour l'exercice à venir. Hein. C'est-à-dire qu'on a une capacité de financement qui est ouverte. Au niveau personnel, donc, le reste salarial est relativement contenu. Hein. Donc, il faut savoir ce qu'on vous indique dans les équivalents temps plein, c'est les emplois, mais évidemment, mais c'est également donc, tout ce qui est, je dirais, évolution de carrière, les heures supplémentaires, bon, effectivement les arrêts maladie, hein, qui sont comptabilisés dans ces emplois temps plein. Donc, voilà, donc si j'en ai terminé pour l'exposer sur le rapport. Merci, Monsieur Guerton. Donc, je déclare le débat ouvert. Qui souhaite s'inscrire dans le débat? Monsieur Baudet, Monsieur Villardier, Monsieur Baudet. Merci. Simplement, ma question s'adresse donc aux financiers. Depuis la reprise de la gestion de l'eau par l'AGLO, donc les gens ont une crainte à être prélevés 2 fois. C'est-à-dire comme on change de prestataire, donc les gens s'expriment et nous demandent est-ce qu'on va être prélevé 2 fois, etc. Donc est-ce que vous pouvez me sécuriser là-dessus? Deuxièmement, là vous avez parlé donc de
de la reversion de l'agglo, de GPS, l'excédent de reversion annuel, vous dites c'est la même que l'an dernier. Vous me rappelez le chiffre? Le chiffre de la dotation de reversion, vous me rappelez? Si, bah, il va répondre après. Sinon, ça devient, excusez-moi, je rappelle juste les règles, c'est pas pour embêter qui que ce soit, soyons clairs, c'est pour la clarté des débats. Oui. Comme le conseil ne peut pas être public, il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses qui sont apportées, et ça évite les échanges entre personnes qui ne permettent pas au coup de raisin de nous suivre convenablement. C'est pour ça qu'on évite, et je rappelle qu'il y a un président de séance, donc je me dois de faire respecter le règlement de cette séance. Je vous en prie, hein, monsieur. Non, c'est bon. Simplement, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'on peut répondre à ces gens qui sont inquiets concernant pour les branchements hauts, etc. Hein? Merci. Ok, merci. Monsieur Villardier. Merci, et merci à Marc Garton pour cet exposé. Plusieurs points. Déjà, je note que vous utilisez les termes relativement contenus. Ensuite, je voudrais savoir sur quel poste vous allez renier l'autofinancement sans augmenter les impôts dans les prochaines années. Sur le point 1, accroître la politique d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Le point 3.1, construction à accroître considérablement dans la mesure du possible, qu'est-ce que ça veut dire? 3, le point 3.1.2, le logement. Alors, c'est une réflexion, hein, mais le tableau ne me semble pas cohérent, mais ça, je pense qu'il faudrait vérifier. Le point 3.3.2, la rénovation du deuxième espace du bâtiment communal rue de Mini. Quel est le projet de réaménagement? Quel investissement? Le point 5.5, les charges du personnel en réalité représentent une augmentation d'environ 5% tous les ans. Comment vous allez moduler? Et pourriez-vous enfin préciser le point sur les heures supplémentaires? Merci, j'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur Garton. Donc concernant la régie des eaux, je ne vois pas pourquoi il y aurait une double facturation. Alors, par contre, si les gens ont une inquiétude, je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent par rapport à GPS. Il y a une possibilité donc, de s'informer auprès de GPROS au niveau de cette régie. Mais je ne verrais pas pourquoi il y aurait une facturation. Bon, enfin, si c'était le cas, il faut que les gens, effectivement, tout de suite, on passe par un GPS. Le fait qu'il y ait deux sociétés différentes, donc une qui abandonne et l'autre qui prend, il peut y avoir peut-être éventuellement deux réclamations sur un seul paiement. Peut-être, mais ça, on verra par la suite. Monsieur Garton, pour les questions de monsieur Villardier. Vous pouvez enregistrer, si vous voulez, les questions de monsieur Villardier, parce que je suis désolé, je n'ai pas noté. Le premier point, s'il vous plaît. Le premier point, c'était que je relevais le fait que vous utilisez les termes relativement contenus. Ensuite, je vous demandais sur quel poste vous allez renier l'autofinancement sans augmenter les impôts dans les prochaines années, c'est-à-dire à terme. On a quand même un certain nombre d'engagements financiers importants à venir. Ensuite, sur le point numéro 1 du débat d'orientation budgétaire, c'était accroître la politique d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le point 3.1, construction accroître considérablement dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point 3.1.2, le logement. Là, je disais que le tableau ne me semblait pas cohérent. Ça, c'est juste une remarque personnelle, je voulais que ça soit vérifié. Le point 3.3.2, la rénovation du deuxième espace du bâtiment communal réuni. Quel est le projet de réaménagement et pour quel investissement? Le point 5.5, les charges du personnel, en réalité, représentent une augmentation d'environ 5%.
tous les ans, comment vous allez moduler. Et pourriez-vous nous préciser le point sur les heures supplémentaires? Voilà. Donc, en ce qui concerne l'autofinancement, il y a un certain nombre de sociétés comme LPD et Lidl qui apportent, je dirais, abondent, je dirais, les recettes en fonctionnement. Donc vous avez en fonctionnement donc des recettes qui viennent donc des taxes foncières, hein. Et puis vous avez également la contribution GPS, hein, qui est de l'ordre de 2 millions, hein, à peu près un peu plus de 2 millions. Hein. Concernant la rue Milly, donc c'est une, je dirais, je l'ai indiqué, sachant que, je dirais, aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre sur le budget primitif. Hein. On est là pour mettre un certain nombre de choses, certaines orientations. Et dans ces orientations, j'ai indiqué la rue de Milly, qui peut être effectivement un projet qui peut être réalisé en 2022. Hein. C'est une hypothèse. Hein. Concernant, attendez voir, donc je regarde le 3.3 concernant. Le point 3.1, construction accroît considérablement dans la mesure du possible. Oui, ben ça concerne les différentes grandes opérations. C'est sur les grands projets, hein, comme la pharmacière, le cabinet médical, hein, si vous voulez, c'est un certain nombre de gros projets qui peuvent émerger en 2021. Alors, concernant le personnel, enfin, je veux dire, les emplois équivalents temps plein, effectivement, il y a toujours une légère progression. Hein. Ça représente effectivement 50%, je dirais, des dépenses de fonctionnement. Hein. Et c'est vrai que c'est une, je dirais, dépense qu'il faut regarder, quoi. Vous n'avez pas répondu sur... pardon. Vous entendez? Oui, vous n'avez pas répondu sur le point 1 à accroître la politique d'investissement. Bah, la politique d'investissement, c'est faire des emprunts, hein, puisqu'on on a très peu d'emprunts, on a un taux d'endettement qui est très faible, et comme nous avons l'intention de mener un certain nombre d'opérations, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure lors de la libération sur notamment la fermeture, et il y aura des emprunts qui vont être réalisés, hein, évidemment. Hein. Bon, je voudrais juste terminer là-dessus. Je resterai là. Vous pouvez demander juste la parole pour juste le personnel qui est là. Vous comprenez bien aussi que c'est des tenues de débat, donc il est important d'annoncer. Donc, Monsieur Villardier, je vous donne la parole. Merci. Moi, je voulais juste finir là-dessus, j'en resterai là. Je voulais juste dire que les recettes restent les mêmes, mais les dépenses augmentent avec tous ces projets. Voilà. Monsieur Guerton. Si, je voudrais préciser hein, tout de même que quand vous voyez, excusez-moi, quand vous voyez l'augmentation des dépenses, je voudrais simplement préciser, parce que c'est important de le dire, c'est que dans cette augmentation de dépenses, il y a près de 61% qui représente, je dirais, un transfert
la taxe d'aménagement qui a été régularisée par la DGFI. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un trop perçu. Hein, et ce montant est de 515 000 euros. Donc vous voyez, c'est 60%, c'est près de 61%. Ça, je tenais à préciser parce que c'est une régularisation qui explique l'augmentation entre 2020 et 2021. Hein. C'est quand même globalement avec un transfert de résultat GPS de 90 000 euros, ça représente 600 000 euros. Hein. Donc sur le delta que vous voyez qui est d'1 million. Hein. Donc c'est principalement là que c'est ce que situe l'augmentation. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Guerton, pour toute cette explication et ce débat. Alors, pour rassurer les Coudrésiens, notamment sur la question de la régie de l'eau, évidemment qu'ils ne seront pas prélevés 2 fois. La seule chose qu'on peut leur dire, par contre, parce que ça, il y a eu une assurance, c'est que Suez ne peut pas continuer à prélever. Par contre, il faut qu'ils envoient leur document de prélèvement à Grand Paris Sud, au Grand Paris Sud, pour pouvoir être prélevé mensuellement, comme ça se faisait avec Suez. Par contre, ce qu'on peut leur dire quand même, c'est que ça va leur faire des économies, car à titre d'exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais Suez, c'était 213,48 € en moyenne, pour la régie, 162,82 €. Donc il y a une vraie économie pour les Coudrésiens, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a adhéré, car aujourd'hui, avec l'augmentation substantielle de l'ensemble des charges que nous subissons, je pense qu'il faut trouver d'autres sources d'économie pour nos administrés. Par ailleurs, j'entends les questions sur l'investissement, et effectivement, comme ça l'a été rappelé tout à l'heure, aujourd'hui la commune du Coudray-Montceau a un taux d'endettement de 58 € par habitant. Pour une commune comme la nôtre, de notre taille, avec des équipements quand même déjà importants, un taux d'équipement important, généralement sur d'autres communes qui n'ont pas le même taux d'équipement, de la même taille, de la même strate, généralement l'endettement est de 729 € par habitant. Donc ça laisse quand même une marge raisonnable, tout en restant dans le raisonnable, car notre but, car ici nous sommes tous coudrésiens, nous habitons tous au Coudray, on est tous pareils, on n'a pas forcément envie d'augmenter les impôts. Donc je souhaite rassurer l'ensemble des élus et l'ensemble des Coudrésiens sur cette question. Une ville qui n'investit pas, et les Coudrésiens ont des demandes, vous le savez bien, c'est une ville qui se meurt. Et notre proposition, c'est d'avoir un investissement maîtrisé et évidemment bien financé, et c'est la préservation de notre cadre de vie et l'avenir de nos enfants. Car aujourd'hui, si on part sur tous les projets ne sont pas inscrits, car effectivement c'est un débat d'orientation budgétaire, donc des orientations qui sont potentielles, on aura l'occasion de débattre sur le budget prochainement. Aujourd'hui, si on veut réaménager le parc sportif avec de nouveaux équipements qui sont très demandés par les associations, je pense au terrain synthétique qui pourrait servir au centre de loisirs, qui pourrait servir à des activités pour la jeunesse. Je pense à ce projet-là qui est un projet urgent et que l'on souhaite réaliser. Je pense à la maison médicale où effectivement les Coudrésiens souhaitent réellement qu'il y ait une reprise d'activité avec de nouveaux praticiens et une offre de soins beaucoup plus étendue qui s'installe. Je pense effectivement au développement, en fin de compte, de notre cadre de vie, la préservation de ce qu'on est, tout simplement, une petite ville-village. Et nous sommes obligés d'investir et effectivement, nous sommes obligés de bloquer tous les promoteurs immobiliers qui déposent tous les jours dans les boîtes aux lettres des papiers pour racheter les terrains du Coudray-Montceau pour y construire des immeubles. On fait des efforts, on doit continuer à en faire parce que c'est la loi, on paye une amende par exemple sur la loi SRU, mais ce qu'on souhaite nous, c'est que lorsqu'il y ait des logements, ce soit pour les Coudrésiens. Vous voyez, ce serait pour nos enfants qui s'installent, ce serait pour des personnes âgées qui n'ont plus forcément des revenus ou qui ont perdu un proche et qui ont besoin de reconstruire leur vie. Voilà. On a envie en tout cas que les Coudrésiens restent au Coudray, parce que je crois que les Coudrésiens s'y sentent bien. Et aujourd'hui, c'est tout le but de ces orientations. En fin de compte, c'est de développer
cette ville qui est une ville sportive historique, parce que c'était une ville sportive, hein, le Coudray-Montceau, elle a brillé à une certaine époque par de grands tournois. On a envie que voilà, le sport soit à l'honneur. Il y a les Jeux Olympiques 2024. On a envie que ce soit une ville qui soit portée autour du handicap, comme ça s'est fait avec la résidence Simone Veil. Je veux dire, aujourd'hui, c'est essentiel, en tout cas, de prendre en considération ces sujets-là et de faire tout pour développer l'accessibilité dans notre ville. On a envie que le patrimoine, ce qui fait ce côté charmant et le fait qu'on s'y sente si bien, c'est-à-dire une ville semi-rurale qui a fait le choix effectivement d'être fortement dotée en entreprise et donc en emploi. Donc on a envie que cette ville rurale soit rendue aussi aux Coudraysiens, aux enfants, qu'ils puissent s'y balader, qu'ils s'y sentent bien. Voilà, on a envie d'améliorer. Donc effectivement, je suis d'accord, c'est de l'investissement. On ne peut pas l'améliorer sans faire des investissements. C'est des choix. Donc aujourd'hui, 2 délibérations phares ont été votées. Si ces 2 délibérations phares n'avaient pas été votées, eh bien, nous aurions 250 logements de plus au Coudray-Montceau. Eh bien, je pense personnellement, en tant que maire et mon équipe municipale également, que les Coudraysiens n'ont pas envie de voir 250 personnes arriver sur le Coudray, multipliées par en moyenne 3-4 personnes par foyer. Vous imaginez ce que ça peut donner en termes d'infrastructure, en termes de vie en général. On a envie effectivement que le commerce local se développe. Il y a des projets qui sont portés notamment par Thomas Fréjac avec l'installation d'un nouveau lieu de vie avec un restaurant sur le centre commercial. Voilà, c'est des projets. Je crois que ce débat d'orientation budgétaire qui a été présenté par Marc Guerton, voilà, reflète exactement ce qu'on a envie de porter. Et pour les inquiétudes sur les ressources de la ville du Coudray-Montceau, comme c'est inscrit dans le rapport d'orientation budgétaire, il y a de nouvelles entreprises qui s'installent, dont 90% de la surface foncière est au Coudray-Montceau et qui vont ramener beaucoup d'argent et de financement dans les caisses de la ville. Donc ce qui est rassurant, et aussi de l'emploi pour nos Coudraysiens, parce qu'on essaye aussi à travers ce ratio étonnant qui est presque qui est assez unique, hein, de 3500 emplois pour 4900 habitants, bientôt 4000 emplois pour 4900 habitants. C'est un ratio assez exceptionnel. On a envie aussi que les Coudraysiens puissent, dans le cadre de la qualité de vie, travailler à côté de chez eux, et même dans le cadre du développement durable. Parce que le travail à côté de chez soi, c'est aussi des transports en moins, de la pollution en moins. Donc on essaye en tout cas que ce lien-là existe. Et je remercie encore une fois Marc Guerton pour ce travail et évidemment les services de la ville. Et évidemment, vous donne rendez-vous pour le futur vote du budget qui se passera dans quelques mois où on pourra préciser un grand nombre de projets. Je vous remercie, donc je prends acte de ce débat d'orientation budgétaire. Merci pour la qualité des débats. Et l'ordre du jour étant épuisé, la séance peut être levée. Fin de la séance à 20h54. Merci à tous et bonne soirée. Oui, Madame Barato? Oui, excusez-moi. Juste une petite question, justement, peut-être un petit peu plus légère. Pour savoir à quelle date vous avez prévu une cérémonie ou quelque chose pour dire au revoir à Madame Cabana, qui est déjà partie, mais... Alors, je précise que Madame Cabana a refusé qu'un pot soit organisé pour son départ. Évidemment que nous n'avons pas laissé partir notre directrice générale sans lui dire au revoir, mais elle ne voulait pas de pot officiel, et c'était un choix très personnel qu'elle a fait elle-même, et on n'a pas l'habitude d'aller contre un choix très personnel de la personne concernée. Et vous avez tout à fait raison, puisque Marilyn, comme je lui ai dit, et beaucoup d'élus lui ont dit, sont passés la voir pour lui dire, a travaillé pendant très longtemps à la mairie du Coudray-Montceau, a fait grandir cette ville, évoluer cette ville, a porté les projets avec cœur. C'était une personne investie et qui ne comptait pas son temps, qui était passionnée en tout cas de la ville du Coudray-Montceau. Et je lui ai assuré que tout le conseil municipal, évidemment, l'a remercié. Évidemment, l'ancienne majorité également, l'ancienne équipe également.
et qu'on la remercie pour tout ce travail accompli. Et vous avez raison, Madame Barado, je propose même que nous l'applaudissions, parce que si elle est derrière ses écrans, ça lui permettra de lui faire un hommage. Elle sera toute rouge, mais c'est pas grave. Donc merci Marilyn Cavalla. Elle continuera à venir nous voir et elle sera toujours invitée aux cérémonies du Coudray-Montceau. Mais on lui souhaite une bonne retraite, méritée. Et je lui ai, je vous le précise, remis la médaille de la ville, la médaille d'or de la ville pour le service rendu à la commune. Bonne soirée à tous.